Salut l'équipe, je suis content de vous retrouver. C'est le début de la semaine et qui dit début de semaine dit récapitulatif de ce qu'il s'est passé ce week-end sur les parquets de la Betclic Elite. Allez, mettons le cap sur la 21e journée. Au programme de cette vidéo, bien sûr, un petit focus sur les résultats de ce week-end. J'enchaînerai également avec un petit point sur le classement. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé du classement. Je vais tout passer en revue, la course pour le maintien, la course au play-in et bien évidemment le haut du classement avec les équipes qui devraient, je pense, être qualifiées assez facilement pour les playoffs. Je continuerai le tour d'horizon des différentes informations, les arrivées, les départs, les blessures. Je ferai également un zoom, non pas cette fois sur une équipe, mais sur un joueur en particulier qui est sur une très grosse série. Et enfin, une fois n'est pas coutume, je terminerai cette vidéo par le récapitulatif des performances notables de ce week-end et bien sûr sur les déclarations. Allez, commençons directement par les résultats de ce week-end. Il y a pas mal de choses à dire, alors bien évidemment je ne vais pas faire le descriptif de ce qu'il s'est passé pour chacun des matchs, mais il y a quelques matchs qui étaient plutôt intéressants. Tout d'abord, l'une des grandes nouvelles, rappelez-vous, dans le récap de la semaine dernière, je partageais la très belle série et la très bonne dynamique du MSB. Et bien voilà, patatras, j'avais annoncé leur calendrier, et bien la série de Le Mans s'est vue stopper ce week-end à Nancy puisque les Nancéens se sont imposés de fort belle manière sur le score de 97-89. On continue avec les équipes à domicile. Il y a une équipe qui de son côté peut pousser un ouf de soulagement. Je parle bien évidemment de la SIG Strasbourg. Une victoire de 14 points face au SQBB, ça faisait extrêmement longtemps. 7 matchs, il me semble que la SIG n'avait plus gagné. Une victoire qui fait grand bien aux Strasbourgeois. Non, je vais quand même dire un petit mot concernant le choc de ce week-end. Bien évidemment, l'AS Monaco recevait le Paris Basketball. Une affiche que l'on a l'habitude de voir puisque très récemment, les deux équipes se sont affrontées en Euroleague pour une victoire de l'équipe monégasque. Et bien, bis repetita, et cette fois dans les grandes largeurs, Monaco a clairement affirmé que s'il y a bel et bien un cador et un patron dans le championnat, et bien ce n'est pas Paris Basketball, c'est Monaco. Regardez-moi donc ce score pleuve, 94-63, moins 31 sur le parquet de Monaco et surtout une impression d'impuissance symbolisée par une prestation très compliquée pour Nadir Riffi. 3 sur 16 au tir, moins 1 d'évaluation et un moins 31 à l'arrivée pour le Paris Basketball. S'il y avait encore un doute sur le fait que le patron entre ces deux équipes c'était Monaco, eh bien je pense qu'au vu des confrontations de ces deux équipes cette année, eh bien c'est vrai que sur les deux dernières confrontations, Monaco a semblé mettre un point d'honneur à montrer sa supériorité face au Paris Basketball et peut-être que ce sera l'occasion d'un prochain récap, mais je pense clairement avec ces prestations que l'on peut affirmer que le Paris Basketball de Thiago Splitter est clairement moins impressionnant et moins dominant que le Paris Basketball de Tuomas Isalo. Regardons maintenant un petit peu le classement. Je vais commencer par le bas du tableau. Si La Rochelle ferme toujours la marche avec 3 victoires pour 18 défaites et semble se diriger tout droit vers la Pro B, eh bien ce n'est pas le cas des équipes qui sont juste devant. Certes, le Portel a peut-être signé la mauvaise opération de ce week-end en s'inclinant à domicile face à un autre concurrent, le CSP Limoges, mais voilà, il y a quand même un petit chapeau d'équipe qui se battent justement pour éviter cette 15e place, synonyme non pas de relégation directe, mais plutôt d'essayer de sauver sa place en étant intégré au play-off de Pro B. Pour l'instant, c'est bien le Portel qui occupe cette place-là, mais on retrouve juste devant Gravelines, qui n'est clairement pas serein. J'y reviendrai aussi un petit peu plus tard dans cette vidéo. Il y a aussi les clubs de Limoges, Nanterre et Strasbourg, qui ne sont pas encore assurés de pouvoir se maintenir. Seulement 2 victoires les séparent du Portel avant-dernier. Et je peux vous dire que les victoires ce week-end de Limoges et Strasbourg, waouh! Gros ouf de soulagement pour ces deux équipes. Ce qui est assez intéressant, c'est que la nouveauté de cette saison, eh bien, c'est l'instauration d'un play-in. Donc les équipes classées de la 7e à la 10e place vont s'affronter lors d'un play-in pour essayer de décrocher les 2 derniers spots qualificatifs pour les playoffs. Ce qui veut dire, dans un championnat aussi homogène, de la 7e équipe à la 12e à 13e équipe, eh bien, tous ces clubs-là peuvent revendiquer, disputer les play-in. Et quand je parlais de Nanterre, Strasbourg et Limoges, qui tremblait encore pour le maintien, il suffit d'une petite série de victoires, de 2 victoires d'affilée par exemple, pour se retrouver mêlé à la course au play-in. Et c'est donc ça qui est super intéressant avec cette nouvelle formule, c'est que d'un coup tu peux te retrouver à jouer le maintien ou à disputer les play-in avec l'espoir de se qualifier pour les play-offs. Dans cette course-là, justement la course au play-in, eh bien, il y a quelques clubs qui certes n'ont pas encore énormément d'avance sur le premier relégable, mais semblent plutôt se diriger vers essayer de disputer et d'avoir la meilleure place possible pour les play-in, pour avoir
avoir l'avantage du terrain. C'est le cas de Chalon-sur-Saône, c'est le cas de Dijon, c'est aussi le cas de Nancy, qui possèdent 9 et 10 victoires. Et juste au-dessus, on a deux clubs, Saint-Quentin et Le Mans, qui semblent se battre pour la 6e place qualificative d'office pour les playoffs. Car oui, les équipes qui sont dans le top 5, j'ai l'impression qu'elles ont quand même un petit peu plus de marge de manœuvre et qu'elles devraient directement se qualifier d'office pour les playoffs. 2 victoires notamment séparent le 6e qui est Le Mans à Bourg-en-Bresse qui est le 5e. Et si Le Mans était sur une formidable série, on a vu la semaine dernière que le calendrier qui va attendre les Manceaux avec beaucoup de déplacements à l'extérieur, eh bien il n'est clairement pas évident. Donc difficile de voir Le Mans reprendre 2 matchs sur Bourg-en-Bresse, même si Bourg-en-Bresse, eh bien, en ce moment, est un petit peu en délicatesse avec son effectif et fait face à de nombreuses blessures. Et en ce qui concerne le haut du tableau, on peut voir que c'est très serré entre le 5e et le 1er. Il n'y a que 2 victoires d'écart, donc tout peut encore arriver, même si on sent que, voilà, depuis quelques temps, Monaco a un petit peu mis le bleu de chauffe et semble se diriger tout droit vers une sécurisation de la première place. Alors, Cholet Basket, Paris Basket et l'Asvel sont en embuscade, mais avec, c'est vrai, la grosse défaite, la large défaite de Paris Basket ce week-end face à Monaco, en termes de point avérage, eh bien, c'est une très belle opération qui a été réalisée pour Monaco. Maintenant, eh bien, je vais faire un petit zoom, non pas sur une équipe, mais plutôt sur un joueur, un ailier, et pas n'importe quel ailier, l'ailier de la JL Bourg, Jordan Usher. Et oui, pas n'importe quel ailier, parce qu'avec un blast pareil, on ne pouvait s'attendre qu'à des merveilles de la part de cet ailier américain, très athlétique, très puissant et surtout très explosif et surtout très en forme. Je me pose sincèrement la question, et je vous pose d'ailleurs la question, est-ce que Jordan Usher, sur sa forme actuelle, mais une forme qui commence à durer de plus en plus, ne serait-il pas l'un des meilleurs, voire le meilleur ailier de la Betclic Elite actuellement? Alors oui, il y a du beau monde, il y a de la concurrence, je pense notamment à Alpha Diallo qui revient souvent comme le meilleur défenseur et un joueur extrêmement fort sur ce poste 3. Mais regardez donc ces stats de Jordan Usher, ces stats bien évidemment au global. 15 points, presque 3 rebonds, 2 passes de moyenne, 15 d'évaluation, le tout en 25 minutes. Jordan Usher est très bon, que ce soit en championnat, mais également en Eurocup, et surtout, il est sur une phase vraiment très ascendante. Quand je parle de phase ascendante, regardez-moi ça, sur les 11 derniers matchs, donc on parle pas d'un petit échantillon de matchs, on parle quand même de quasiment un tiers de la saison, Jordan Usher, sur les 11 derniers matchs, il tourne ni plus ni moins à 19 points de moyenne par match, ce qui le classerait parmi les meilleurs marqueur du championnat. Il est à 15 points de moyenne, donc s'il continue sur cette lancée-là, pourquoi pas venir grappiller des places au classement des meilleurs marqueurs. Et Bourg-en-Bresse étant très bien positionné dans le top 5, est-ce que Jordan Usher, en continuant sur cette série, ne pourrait pas se mêler à être l'un des candidats au titre de MVP cette saison? Je vous pose la question. Croyez-vous que Jordan Usher est l'un, voire le meilleur ailier de cette saison, et pensez-vous que Jordan Usher peut récolter des votes pour à la fois intégrer peut-être le 5 majeur de la saison, mais peut-être aussi pour être élu MVP de la saison. Et avec l'absence de celui qui était le scoreur providentiel, l'arme offensive numéro 1, Xavier Castaneda, eh bien ce rôle-là, maintenant, plus que jamais, il semble pouvoir être porté par Jordan Usher, qui semble avoir les épaules pour pouvoir assumer ce statut. Et bien évidemment, je parlais des 11 derniers matchs, regardons un petit peu les statistiques de Jordan Usher ce week-end. Dans la victoire de Bourg-en-Bresse face au BCM, 20 points, 5 rebonds, 5 passes, 25 d'évaluation. Il est tout simplement dans ses standards de ses dernières prestations. Clairement, l'homme à surveiller en ce moment dans le championnat. Retenez bien son nom car c'est un joueur qui est très élégant, très athlétique et je pense qu'il va encore faire quelques cartons d'ici la fin de la saison. Allez, on passe à la catégorie cette fois des informations et plutôt des infos diverses. Je vais commencer par mettre l'accent là aussi sur un autre joueur, Monsieur Nicolas Lang. Alors Monsieur Nicolas Lang, c'est vrai que j'en parle beaucoup lors de ces récaps car il est sur une saison absolument stratosphérique. Il a battu le record de points historique de la LNB, mais surtout intéressons-nous à ces 3 derniers matchs et quand je parle de shooter incroyable, eh bien Nicolas Lang c'est tout simplement le premier nom qui me revient en tête. Sur ces 3 derniers matchs, Nicolas Lang, je le qualifie de monsieur propre, 12 sur 14 à 3 points. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce chiffre, 12 sur 14 à 3 points sur les 3 derniers matchs. Donc ça veut dire que sur 3 matchs, il a un volume de tir à 3 points assez conséquent, que le mec tourne quasiment à 100% de réussite à 3 points sur le dernier match sur un volume assez conséquent. Et surtout, il faut regarder les matchs
pour comprendre et prendre conscience surtout de la difficulté des shoots que prend Nicolas Lang. Nicolas Lang, c'est peut-être le joueur qui est le plus surveillé. Toutes les équipes essayent de faire des plans anti-Nicolas Lang. Il prend des shoots absolument casse-croûte, très difficiles, peut-être même encore plus difficiles et contestés que ceux de Nadir Hiffi, et il a ce pourcentage dont rêveraient tous les joueurs sur des tirs à 2 points ou même au lancer franc. Eh bien Nicolas Lang, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a ce pourcentage sur des tirs à 3 points. Allez, on poursuit sur les infos diverses, toujours avec le CSP Limoges. C'est la grande nouvelle de ce week-end. Et oui, Limoges a enfin gagné à l'extérieur. Ça faisait 454 jours exactement que Limoges n'avait plus gagné hors de Beaublanc. C'est chose faite avec la victoire du CSP sur le parquet du Portel. Un grand ouf de soulagement pour Limoges. Cette victoire, elle compte double parce que, oui, enfin, Limoges a brisé la malédiction et a gagné à l'extérieur, mais surtout car cette victoire est ô combien importante dans la course pour le maintien. Le Portel était le premier relégable. En perdant au Portel, eh bien Limoges aurait tout simplement laissé le Portel revenir à hauteur des Limougeaux. Et donc désormais, avec 2 victoires d'avance sur le Portel, Limoges peut enfin souffler et peut-être même espérer essayer de se mêler à la lutte pour le play-in. Mais ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien il suffit d'une série de victoires ou d'une série de défaites pour se retrouver soit à jouer le maintien, soit à jouer le play-in. Allez, on poursuit sur les infos diverses avec cette fois un autre club, le club du BCM Gravelines, qui s'est incliné ce week-end sur le parquet de Bourg-en-Bresse de 10 points. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que le BCM n'est pas sur la meilleure des dynamiques. 9 défaites sur les 10 derniers matchs, ça commence à gronder tout gentiment pour le BCM qui se retrouve malgré lui mêlé à la lutte pour le maintien. Et vu la dynamique du BCM, eh bien je n'aimerais pas être un supporter nordiste. Alors ce qui est assez excitant pour l'avenir, c'est qu'au mois d'avril, nous aurons le fameux Opalico, le derby qui va opposer Gravelines au Portel. Un match de tous les dangers, un match avec une saveur particulière, hein. C'est un derby, c'est souvent la période du carnaval, et en plus, il y aura cet enjeu. C'est un enjeu puisque les 2 équipes sont engagées dans la course pour le maintien. Allez, on poursuit au niveau des infos, cette fois plutôt relative aux différents mouvements, donc de joueurs, de coachs, des départs, des arrivées et des blessures, bien sûr. Et je vais commencer cette section par parler du départ d'un coach, celui de Laurent Villa. Le coach strasbourgeois a été démis de ses fonctions. Il paye les mauvais résultats de la SIG et surtout de la série catastrophique de Strasbourg qui a enchaîné 7 défaites consécutives. Laurent Villa n'a donc pas coaché ce week-end, mais il a peut-être observé depuis sa télé la première victoire depuis un certain temps de son équipe, de son ex-équipe Strasbourg, qui a été coachée par son assistant Thomas Drouot. Du côté des arrivées cette fois, on le sait, Xavier Castaneda, l'arrière scoreur américain de la JL Bourg, est blessé jusqu'à la fin de la saison. La JL a très vite réagi en signant un joueur qui évoluait du côté du championnat australien, un ancien coéquipier d'ailleurs de Jordan Usher, petit clin d'œil, Ty Webster. Maintenant, une fois n'est pas coutume, je vais m'intéresser aux différentes absences. Et là, ce que l'on peut dire, c'est que comme chaque week-end, il y a des choses à dire. Et je commencerai par une annonce d'envergure, c'est que David Holston a manqué le dernier match et David Holston est annoncé out pour un certain temps. Une bien mauvaise nouvelle pour la JDA qui peut cependant compter sur l'émergence au plus haut niveau de Ilias Kamardine qui réalise des choses très intéressantes. Une autre absence d'envergure, c'est celle de Ahmad Kaver, le meneur américain de Nanterre qui montait en puissance sur ces dernières semaines. Et bien malheureusement, il a été blessé en BCM la semaine dernière et son absence pour le reste de la saison a été officialisée. Un gros coup dur pour Nanterre qui est d'ores et déjà à la recherche d'un remplaçant médical. Une autre absence, mais cette fois, je n'ai pas d'informations sur sa durée, celle de Tajuan Agui, le poste 4, l'ailier fort du BCM, n'a pas disputé le match de ce week-end face à la JL Bourg. Enfin, et là aussi ça a fait un petit peu le tour des journaux, on n'a pas d'informations plus précises pour le moment sur la durée de son indisponibilité. Théo Malédon s'est blessé en Euroleague lors du match face au Maccabi Tel Aviv. Il a été touché au doigt, on craignait une fracture, mais on est plutôt sur une luxation. Donc on espère pour l'Asvel et pour Théo Malédon que le Villeurbanais pourra très rapidement revenir sur les parquets. Et je termine cette section avec Gauthier Denis. Et oui, le nouveau Burgien, il a disputé qu'un match la semaine dernière, match au cours duquel Gauthier Denis s'est blessé. Il n'a donc pas disputé le match de ce week-end face au BCM. Là aussi, pas forcément d'informations sur la durée de son indisponibilité. On poursuit avec les performances notables. Alors quels sont les joueurs qui ont effectué des cartons? Eh bien, comme d'habitude, j'ai envie de dire, je vais commencer par mettre en avant la performance d'un ancien. Et non, ce n'est pas Shavon Thompson, ce n'est non plus Chris Clemons, je veux parler de Clément Frisch. Clément Frisch, c'est peut-être la révélation, la plus grosse progression de cette année. Il est sur une très grosse dynamique
Et encore une fois, ce week-end, il a été resplendissant pour permettre au SLUC d'accrocher une belle victoire face au MSB. 19 points, 7 rebonds, mais surtout un vrai impact et une vraie adresse à 3 points. 5 sur 6 dans l'exercice pour Clément Frisch qui s'est mué en l'espace d'un match en Nicolas Lang. La transition est toute trouvée, j'ai parlé de Nicolas Lang tout à l'heure, j'ai parlé de son adresse incroyable en ce moment à 3 points, et bien bis repetita, et il a illustré encore ce week-end, 4 sur 4 à 3 points pour Nicolas Lang, et surtout une victoire importantissime sur le parquet du Portel. Et puis forcément, comment ne pas parler de Mike James? Et oui, lors du choc qui opposait Monaco à Paris Basket, Mike James a tout simplement pris l'ascendant sur le MVP en titre du championnat, TJ Shorts. Mike James, sur ce match, c'est tout simplement 22 points, 5 rebonds et 6 passes pour 27 d'évaluation. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, il a été au four et au moulin. Il a permis à son équipe de gagner de 31 points face au Paris Basketball. Bravo à Mike James qui a permis avec cette victoire de donner, d'offrir la première place du championnat à son équipe de Monaco. Allez, terminons cette vidéo avec bien sûr les déclarations. Et je vais cibler 2 coachs et un joueur, et je vais commencer par le coach victorieux de la SIG Strasbourg, non pas Laurent Villa, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais plutôt son ex-adjoint Thomas Drouot. Alors Thomas Drouot a déclaré « Il fallait briser cette série et on l'a fait ce soir. Il y a encore eu des erreurs et des imperfections. Tout le monde a fait un gros boulot au rebond. J'ai dit à mes joueurs qu'ils sont meilleurs que le visage qu'ils avaient montré ces dernières semaines. Le partage du ballon était l'un des points prioritaires, on avait besoin de cela pour s'imposer. L'équipe de Saint-Quentin nous oblige à le faire, on a abordé ce match comme s'il n'y en avait plus après. » Donc une très grosse satisfaction, je pense, pour Thomas Drouot et son équipe suite à cette première victoire. J'ai noté quelque chose qui me semblait intéressant et que j'ai mis en avant, c'est qu'il a dit à ses joueurs qu'ils sont meilleurs que le visage qu'ils avaient montré ces dernières semaines. Ça illustre bien le manque de confiance qui régnait au sein du groupe. Et en parlant de manque de confiance, il y a un joueur qui ne s'est pas forcément rassuré ce week-end, c'est Dominique Artis, sous le feu des projecteurs, suite à ses prestations en demi-terme. En tout cas, il n'apporte pas suffisamment. Il était censé être le scoreur offensif, mais il a vraiment du mal à trouver de la régularité et notamment dans son tir à 3 points. Il a eu un temps de jeu assez restreint ce week-end, il n'a pas encore trouvé l'adresse nécessaire. J'espère réellement que Thomas Drouot va réussir à lui insuffler de la confiance. Strasbourg en aura bien besoin d'ici la fin de la saison. Parlons d'un autre joueur désormais, lui aussi évolue sur les postes arrière, c'est Axel Julien. Et oui, dans la large défaite de la JDA face à Cholet Basket, Axel Julien s'est exprimé en conférence de presse. Il a déclaré « On voulait gagner mais on n'a pas mis les ingrédients. C'est décevant car on n'a pas été à la hauteur ce soir. Les 2 derniers matchs, on a réussi à revenir, mais ce soir, les avertissements n'ont pas servi de leçon. Face à une équipe en confiance, les laisser partir à presque 20 points après le premier quart, c'est trop dur de revenir. On a joué, pas à l'envers, mais pas loin. On a déjoué complètement. À nous de nous remettre en question, car on a un match important mercredi. Oui, on sait, Dijon est engagé en FIBA Europe Cup et les phases finales sont assez importantes. Dijon va disputer le match retour dès mercredi. Alors oui, peut-être que les têtes dijonnaises étaient un petit peu à ce match de mercredi, mais c'est vrai que quand on ne met pas les bons ingrédients dès le départ face à une équipe aussi dominante cette saison que Cholet, eh bien voilà ce que ça donne. Et peut-être que l'absence de David Olson a un peu pesé dans la balance également pour les Dijonnais. Enfin, je terminerai par la déclaration de Éric Gérard suite à la défaite de son équipe dans un match important pour le maintien face au CSP Limoges. Faut le dire, le CSP Limoges, ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas gagné à l'extérieur, et bien c'est tombé sur le Portel aux grand dames d'Éric Gérard. Éric Gérard a déclaré « On a gagné à l'aller avec 30 passes décisives. Cette fois, à la mi-temps, on en était à 4. On a une équipe plus que moyenne en attaque et quand on ne met pas les ingrédients pour être performant en défense, voilà ce qui se passe. Chez nous, on ne sait jamais qui va être bon, qui va passer à côté. Un joueur de haut niveau est constant et nous, à chaque match, on se demande qui va être au niveau dans l'intensité requise. » Alors ça fait un petit peu écho à ce que dit Éric Gérard depuis quelques semaines. Le Portel est un club qui végète dans les bas-fonds du classement chaque année, qui essaye de se maintenir, mais pour pérenniser le club à plus haut niveau, il va falloir mettre des moyens et ces moyens-là permettront aussi de pouvoir attirer des joueurs plus réguliers, plus performants et plus aptes à performer au haut niveau. Le Portel fait avec des bouts de ficelle, fait avec les moyens du bord. Il y a certes des joueurs intéressants, mais on sent une frustration de ne pas pouvoir s'appuyer sur des leaders et sur des joueurs réguliers et constants chez le Portel. En général, lorsque l'on dit que chaque match, on ne sait pas sur qui on va pouvoir compter, eh bien, chez d'autres équipes, on l'entend plutôt dans le sens où chaque match, un joueur, un facteur X peut sortir de sa boîte. Là,
Tout simplement, on sent qu'il n'y a pas de leader qui permet de tirer l'équipe vers le haut à chaque match. Et ça, on sent que ça commence à peser pour Éric Gérard et le Portel. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si des focus, non pas sur des équipes, mais sur des joueurs, comme j'ai fait avec Jordan Usher, ça vous intéresse. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour peut-être un prochain récap la semaine prochaine. C'était Ben pour Backcourt, je vous dis à très bientôt. Bye bye.